Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc on va démarrer l'après-midi avec une thématique très intéressante mais aussi très importante pour les professionnels qui s'occupent des troubles de la statique pelvienne, donc sur les douleurs post-opératoires. Donc pour démarrer, les indications d'une consultation de douleurs préopératoire avant l'opération. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Florence Bocan, qui est médecin de la douleur au CHU de Lille. À Jeanne de Flandre ou non? À l'hôpital Claude Heurier à Lille. Donc on va lui passer la parole. Merci de m'accueillir. Donc, je suis médecin de la douleur à l'hôpital. Je suis médecin de la douleur à Hurier, à l'hôpital de Lille, et nous avons la chance d'avoir beaucoup de liens avec les gynécologues de Jeanne de Flandre. Ça m'amène à vous parler des indications d'une consultation de douleur préopératoire dans le cadre de chirurgie de prolapsus. Alors, je voulais commencer par le fait qu'une chirurgie de prolapsus, c'est d'abord une chirurgie fonctionnelle et dont vous connaissez bien les indications qui sont bien établies, et c'est notamment une gêne, qu'elle soit génitosexuelle, anorectale ou urinaire, et peu douloureuse. Et les critères cliniques et les questionnaires, les critères d'examen complémentaire, vous les connaissez mieux que moi, mais il faut aussi évaluer l'indication pour en éviter les complications après, et notamment la complication de la douleur post-opératoire, qui est un vrai problème et qui est définie comme, pour une douleur chronique post-opératoire, étant une douleur qui existe plus de 2 mois après la chirurgie et qui est survenue soit pendant la chirurgie ou après la chirurgie et qui n'existait pas avant la chirurgie et pour laquelle on a vraiment exclu toutes les autres causes, comme une infection chronique ou une pathologie néoplasique ou une complication radiothérapique, par exemple. Mais ce n'est pas le cas des chirurgies de prolapsus. Est-ce que c'est fréquent ? Oui, c'est fréquent et c'est un vrai problème de santé publique. Sur ma première diapo, il y a 40 000 prolapsus qui sont opérés par an en France. En moyenne, pour toute chirurgie confondue, on peut dire qu'il y a 20% de chirurgies qui se compliquent de douleurs chroniques post-opératoires. Donc, potentiellement, on peut faire 8000 patientes douloureuses chroniques après une chirurgie de prolapsus en France, avec les complications coûteuses financières, mais également l'impact socio-professionnel chez ces patientes. Alors ça, c'est une étude qui avait été faite, qui date maintenant en France multicentrique et qui évaluait les facteurs influençant les douleurs chroniques post-opératoires neuropathiques. Et il y avait un élément qui était important, c'était que le type de chirurgie influençait sur la prévalence de douleurs chroniques post-opératoires. Et on remarque que les chirurgies thoraciques sont les plus pourvoyeuses de douleurs post-opératoires. Malheureusement, on n'a pas d'études qui évaluent la prévalence de douleurs post-opératoires après chirurgie de prolapsus. Il y a une prévalence de 20% après césarienne à 3 mois de douleurs neuropathiques. Mais on voit aussi que simplement une arthroscopie de genou peut être responsable pour 11% des patients qui sont opérés pour une arthroscopie. 11% des patients vont présenter une douleur neuropathique post-opératoire chronique. Alors, en faisant la bibliographie, il y a une étude de 2021 qui est prospective et qui porte sur des hystérectomies qui ont été faites pour des néoplasies de bas grade et qui ont évalué l'existence de douleurs neuropathiques post-opératoires. Alors, juste après la chirurgie, donc on a à 1 heure, puis à 1 jour, puis à 3 mois. À 1 heure à 1 jour et à 3 mois, on a dissocié les douleurs intenses supérieures ou égales à 4 sur 10 sur une échelle numérique et des douleurs qui sont plus modérées, donc entre 1 et 3 sur 10. Ils ont évalué les facteurs corrélés à l'existence de douleurs chroniques post-opératoires.
Le premier facteur, c'est l'existence d'une douleur préopératoire. Alors dans cette étude, j'ai oublié de vous dire que la prévalence de douleurs post-opératoires après hystérectomie était de 32%. Et le premier facteur était l'existence et le niveau de douleur préopératoire. Ensuite, il y avait des facteurs qui étaient psychologiques, qui sont psychologiques et qui sont déjà reconnus dans de nombreuses articles sur les douleurs post-opératoires dans d'autres domaines, qui sont la dépression qui a été évaluée par le Beck Depression Inventory. Et plus le score est élevé, plus on a tendance à la dépression. Et plus le score était élevé, plus c'était corrélé à l'existence d'une douleur post-opératoire à 24 heures, mais également à 3 mois, qu'elle soit modérée ou intense. Ensuite, on a un facteur qui est très important dans toutes les chirurgies et qui est retrouvé dans ce contexte d'hystérectomie, c'est le score de catastrophisme, que je vais détailler plus tard, dans la diapo d'après, et qui est corrélé à l'existence d'une douleur post-opératoire à J1 et à 3 mois. Et l'augmentation d'un point du score de catastrophisme augmente de 6% le risque d'avoir des douleurs post-opératoires. Et puis enfin, le dernier point, le dernier facteur qui est corrélé à l'existence d'une douleur post-opératoire d'une hystérectomie dans ce cas-là, c'est l'histoire de douleurs chroniques avant la chirurgie. Et là, c'est corrélé à l'existence de douleurs post-opératoires sévères à 3 mois. Donc je vais détailler un petit peu ces éléments. D'abord, qu'est-ce que c'est que le catastrophisme ? On le recueille via un auto-questionnaire qui est sur 13 items. Le score est coté sur 52. Plus le score est élevé, plus le patient est catastrophique. Qu'est-ce que c'est que le catastrophisme ? C'est une adaptation qui est cognitive et affective et qui est négative vis-à-vis de la douleur. C'est le patient qui va dramatiser sa douleur. Il va avoir tendance à surestimer et exagérer sa douleur par le ressenti qu'il a. Il aura une attention focalisée et ne se concentrera que sur la douleur. En équivalent, c'est comme une anxiété focalisée sur la douleur. Dans ce score, il y a 3 sous-scores qui sont la rumination, l'amplification et l'impuissance. L'impuissance, c'est le fait que le patient se sent impuissant et les autres autour ne pourront rien faire vis-à-vis de sa douleur. Ensuite, l'autre facteur psychologique qui a été décrit dans l'étude que je vous ai montrée sur l'hystérectomie, c'était plutôt la dépression. Mais j'ai rajouté l'anxiété, c'est aussi un facteur qui est évalué dans de nombreuses études qui évaluent les facteurs de risque de douleurs post-opératoires. Et l'anxiété et la dépression est évaluée aussi facilement par un score qui est l'HAD, que tout le monde connaît, qui est coté sur 21. Et donc, on a des items qui sont en lien avec la dépression et des items qui sont en lien avec l'anxiété. Et plus le score est élevé, plus le patient a tendance à être anxieux ou dépressif. C'est-à-dire que s'il est supérieur à 11 sur 21 pour le côté dépression ou anxiété, on est quand même en présence d'un patient qui est anxieux ou dépressif. Ça ne fait pas le diagnostic, mais ça oriente. Ensuite, les autres facteurs que j'ai réunis et qui sont corrélés à l'existence d'une douleur post-opératoire et notamment post-opératoire d'une hystérectomie à 3 mois et pour des douleurs intenses, c'est l'existence de douleurs avant l'opération et une histoire de douleurs chroniques avant la chirurgie. En fait, c'est le phénomène de sensibilisation qui explique ce contexte-là. Qu'est-ce que c'est que la sensibilisation ? C'est un phénomène neurogénique, de neuroplasticité qui se passe au niveau central et qui fait que le seuil de nociception est abaissé. C'est-à-dire qu'on va déclencher une douleur une douleur intense avec un stimulus nociceptif bas. Et la réponse nociceptive que le patient va ressentir est souvent prolongée et diffuse sur la zone douloureuse.
Donc cliniquement, ça se traduit par des patientes qui se présentent en consultation avec des douleurs, souvent décrites comme intenses, avec un examen clinique qui est parfois peu contributif, pour lesquels on va se creuser la tête, se poser beaucoup de questions, aller faire de nombreux examens complémentaires, parfois un peu pousser les examens complémentaires pour trouver quelque chose, et on va trouver parfois quelque chose qui n'est pas forcément relié à la clinique qui est faible. Et puis on a tendance à dire bon, c'est psy, mais bon, il y a une douleur, est-ce qu'on va l'opérer, ça va peut-être l'améliorer. Mais c'est justement ces patientes-là qui doivent nous poser beaucoup de questions et orienter vers une consultation de la douleur. Alors il y a un score qui peut aider et orienter, c'est le score de sensibilisation pelvienne, que je pense que vous devez connaître, qui est un score sur 10 et qui permet d'évaluer justement cette sensibilisation centrale et probablement périphérique, qui en fait évalue sur 5 l'abaissement du seuil nociceptif, c'est-à-dire que dans les sphères périnéales, sphère urinaire, sphère digestive, sphère génitosexuelle, le patient va dire la patiente va expliquer qu'elle aura des douleurs influencées par le remplissage vésical au moment du besoin de la miction ou au moment de l'évacuation ou de l'évacuation des gaz et des sels ou au moment de l'activité sexuelle. Et cliniquement, vous pouvez avoir des patients qui sont dits allodyniques, c'est-à-dire que vous allez les examiner avec un examen qui est censé ne pas faire mal et qui va leur faire mal, ou des patientes qui vont vous dire « Ah, moi, je ne mets plus de sous-vêtements serrés ou les pantalons serrés, c'est plus pour moi parce que ça me fait mal, je suis mal à l'aise, je ne prends que des vêtements amples et sans contrainte. » Pareil, c'est des patientes qui peuvent vous dire que l'utilisation de tampons est difficile parce que douloureux. Il peut y avoir des douleurs au niveau musculaire qui sont identifiées comme des points gâchettes. Ça, c'est le premier item d'abaissement du seuil nociceptif sur 5. Et après, les autres éléments de sensibilisation, c'est la diffusion temporelle, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs qui perdurent après par exemple, la miction ou à la défécation ou après l'activité sexuelle. Et c'est des patientes aussi qui vont avoir une labilité des symptômes, c'est-à-dire qu'elles peuvent décrire des paroxysmes douloureux qui sont parfois spontanés ou déclenchés par une activité. Et puis si on pose d'autres questions, on peut avoir des patientes qui sont dans un contexte de migraine, parfois de fibromyalgie ou de tableaux de douleurs diffuses chroniques, des patientes qui sont en état de stress post-traumatique parce qu'elles ont vécu des traumatismes quels qu'ils soient, physiques, sexuels ou moraux. Donc ça, c'est un premier score. Alors, ce n'est pas un score de diagnostic, bien sûr, mais c'est un score d'orientation sur la sensibilisation. Ça, c'est un schéma qui est un peu impressionnant, mais c'est juste pour vous dire que, en fait, quand on est dans un tableau de sensibilisation, quand on est dans un tableau de sensibilisation à la douleur, d'abord, la douleur, c'est un phénomène qui vient de la périphérie, qui remonte par le ganglion postérieur, remonte dans la corne dorsale de la moelle épinière et puis va dans les centres cérébraux et corticaux. Et quand on est dans une douleur chronique, on a déjà un phénomène neuro-inflammatoire par les nombreux médiateurs biochimiques qui se mettent en jeu à la fois en périphérie mais en centrale. Et quand il y a une sensibilisation, tout ça est déjà bien activé. Si on fait une chirurgie dans ce contexte-là, on va créer une lésion périphérique qui va renforcer cette neuroinflammation et risque de maintenir et d'entretenir ce tableau de douleur chronique. Avec tous ces éléments et tous ces facteurs corrélés à l'existence de douleurs chroniques post-opératoires, il est donc intéressant qu'on puisse travailler, algologue, gynécologue, mais aussi anesthésiste pour pouvoir préparer les patientes s'il faut les opérer, s'il y a une indication chirurgicale. Vous, du côté gynécologique, bien sûr, vous êtes tout à fait prêt à nous dire cette patiente-là a un prolapsus, il faut l'opérer, mais il y a des douleurs ou il y a des choses qu'il faut revoir. Est-ce que, de toute façon, une chirurgie de prolapsus est urgente? Est-ce qu'on peut attendre de la faire pour pouvoir préparer la patiente?
En consultation de la douleur, quand on voit ces patientes qui ont des douleurs, on va faire une analyse qu'on dit biopsychosociale. Donc c'est vraiment une analyse qui est longue, qui prend du temps. Parfois, une consultation, ce n'est pas suffisant, mais il faut évaluer l'existence de cette douleur, en évaluer le type, et puis la comprendre et évaluer ce que veut dire les symptômes exprimés par la patiente. Est-ce que c'est un facteur protecteur ? Je vous donne l'exemple d'une patiente qui avait des douleurs périnéales et des problèmes périnéaux. Et en fait, en fouillant, ça l'arrangeait bien, ça lui évitait d'avoir des rapports avec son compagnon qui étaient difficiles. Et ça demande du temps pour le comprendre. Il faut peut-être se faire aider par d'autres pour amener la patiente à la chirurgie s'il faut l'opérer. Alors nous, après, d'un point de vue thérapeutique, il y a le dépistage, il y a aussi le traitement. On met des traitements spécifiques quand il y a une anxiété, une dépression, quand il y a des douleurs neurogènes. On peut mettre des antiépileptiques ou des antidépresseurs, ça dépend vraiment du tableau qu'on a, ou alors on met les deux. Et puis parfois, il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique avec une des psychologues du service pour travailler sur l'anxiété ou la dépression, ou même le catastrophisme, où là, c'est plus compliqué. Une fois qu'on a fait cette consultation préopératoire, bien sûr, on se remet en lien avec les gynécologues, mais nous, on communique aussi avec les anesthésistes qui ont un rôle aussi pendant la chirurgie, notamment pour l'épargne morphinique et éviter l'hyperalgésie, et surveiller ces patientes qui seront en post-opératoire à risque d'avoir des douleurs immédiates ou à lien plus importantes que les autres, et donc aussi dépister l'existence de douleurs neuropathiques post-op. Ça, c'est un schéma d'une équipe de Toronto qui explique bien, alors c'est un peu complexe, mais qui explique bien le rôle d'une équipe d'algologie dans un contexte de chirurgie. Là, vous avez d'abord le temps qui s'écoule, donc le temps préopératoire, le temps opératoire et le temps post-opératoire. Et puis, il y a tous les facteurs qui sont protecteurs et surtout de risque de douleur à long terme et en post-op. Si on fait une évaluation préopératoire, on va pouvoir agir par des traitements spécifiques avant la chirurgie, mais aussi pendant la chirurgie grâce aux anesthésistes et après la chirurgie. Donc on a vraiment un rôle d'interdisciplinarité pour pouvoir prendre en charge au mieux ces patientes. Ça demande une bonne communication entre tous les thérapeutes, une bonne alliance. Alors ça peut prendre la forme une forme différente selon les équipes. Nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir assister au RCP de Périnéo à Lille, et c'est vrai que du coup il y a vraiment un lien qui se fait. Il faut identifier les interlocuteurs. Et puis l'intérêt d'avoir vraiment des réunions pluridisciplinaires, c'est qu'on va s'enrichir de l'expertise de chacun pour vraiment préparer la patiente à la chirurgie s'il y a indication opératoire. Donc en conclusion, si les indications d'une consultation préopératoire ne sont pas dépendent vraiment des patientes, ça veut dire que toutes les patientes que vous allez opérer ne relèvent pas d'une consultation préopératoire, mais dès lors que vous repérez des facteurs de risque de douleurs post-opératoires chroniques, je pense que ça vaut le coup d'aller demander une consultation préopératoire. Et notamment quand il y a un tableau de douleurs chroniques qui fait évoquer une sensibilisation ou une anxiété qui est importante. Après, le catastrophisme est quand même important à dépister. C'est un questionnaire qui est facile à faire. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il n'y a pas de seuil spécifique. C'est un score sur 52. On n'a pas un seuil spécifique, mais on sait que si c'est élevé, on a un risque important de douleurs post-opératoires chroniques. Et donc l'interdisciplinarité gynécologue, anesthésiste et algologue est importante pour pouvoir préparer la patiente à l'opération, à la fois en amont, mais aussi pouvoir adapter la prise en charge anesthésique et aussi juste après la chirurgie. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ?
question qu'un support, puisqu'on participe à la même RCP avec Florence, et pour dire que c'est quand même très utile chez des patientes dont les symptômes principaux sont des algies. Donc pensons à nos patientes avec des prothèses douloureuses et pour qui viennent nous voir pour une ablation de matériel synthétique pour se faire soulager de leur douleur. C'est quand même extrêmement précieux de pouvoir faire appel à des compétences complémentaires d'algologie pour que les dames soient vues avant. Et il arrive qu'on retarde des prises en charge chirurgicales pendant 1 an ou 2 ans, le temps que la patiente soit évaluée, traitée et qu'elle soit un peu stabilisée, et qu'on ne fasse le geste chirurgical qu'après un accord préalable de l'équipe d'algologie. Donc je trouve que c'est des choses qui sont sur le terrain très pratiques et très fréquentes. Et je trouve qu'effectivement on apprend beaucoup les uns des autres dans ces réunions. Bonjour, merci pour votre topo. Qu'est-ce que vous pensez des infiltrations des zones gâchettes qu'on peut faire éventuellement en première ligne? Comment vous faites ça? Est-ce que vous avez intégré ça dans votre démarche, notamment sur les complications des prothèses? Alors, sur les complications de prothèses, quand on repère une zone gâchette, c'est notre première intention de pas on met pas forcément des médicaments en première intention, mais on peut faire une infiltration avec les anesthésistes, une locodolentie, on appelle ça, juste en mettant de la naropéine, et on évalue le retentissement de cette locodolentie sur la symptomatologie de la patiente. Mais là, on est en complications déjà post-op. Et vous avez observé des rémissions stables avec ça? C'est variable. Ça existe, hein, c'est ça, et ça ne s'explique pas très bien en fait. Ça existe, mais il y a quand même beaucoup qui décrivent la recrudescence de douleur après élimination de la naropéine. Moi, dans ce cas-là, je vais aller faire infiltrer le nerf responsable de l'innervation du territoire. Et puis, on voit si on a des solutions qui perdurent dans le temps ou pas. Ça dépend beaucoup aussi de la typologie de la douleur. Mais ça nous arrive de faire des locodolenties. Ouais. J'ai une question pour nous, chirurgiens. Quelle patiente qui ne se plaint pas de douleur et qui vient être opérée pour un prolapsus, doit-on repérer comme vraiment un risque de douleur post-opératoire? Est-ce que c'est la migraineuse, celle qui a des polyalgies non étiquetées, polyarthrite, celle qui a des douleurs dépassées d'endométriose? Est-ce que ça a pu être l'occasion d'une sensibilisation, l'endométriose? Alors, l'endométriose est un facteur de sensibilisation. Hein. Enfin, cliniquement, on voit qu'il y a des sensibilisations qui se font avec des vraies douleurs neurogènes. Je pense que le score de sensibilisation que je vous ai présenté paraît un score intéressant. Alors, je n'ai pas d'études à la clé, mais je pense que dans vos consultations qui sont quand même rapides et vous devez essayer de les repérer facilement, je ne pense pas qu'une patiente qui soit que migraineuse nécessite d'une consultation de la douleur. Si la douleur est mal contrôlée ou une douleur diffuse qui est mal contrôlée, là je pense que ça vaut le coup qu'on la voie avant de l'opérer. Mais si on a une migraineuse qui est bien contrôlée avec son traitement migraineux ou des douleurs diffuses bien contrôlées par son traitement actuel, c'est pas la peine de l'avoir en pré-op. Donc en fait, on doit quand même poser une question un peu ouverte quand on liste les antécédents. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part et est-ce qu'elles sont contrôlées ou pas contrôlées? Oui, moi je pense que ce serait intéressant de déjà poser cette question-là. Oui. Utile pour le résultat de la chirurgie et le résultat vis-à-vis des douleurs sans aucun doute, mais également vis-à-vis des symptômes urinaires par exemple, parce qu'il y a quand même une composante psycho-comportementale qui est assez importante, et je pense qu'il y a sûrement un lien aussi avec l'efficacité, je ne sais pas, sur les urgenturies ou sur une partie de pesanteur. On sait bien que ce qu'on sait bien traiter nous en chirurgie du prolapsus, c'est les boules. C'est le côté, la boule me gêne, elle sort, je la réintègre et vous êtes soulagé. Mais dès qu'il y a des symptômes d'accompagnement fonctionnel, on sait qu'on est beaucoup moins bon sur les résultats. Et puis qu'il y a une composante dans laquelle le catastrophisme, ce que tu appelles le catastrophisme, doit intervenir également, pas que sur la douleur en plus, je pense.
Quand on a en consultation préopératoire et on nous pose la question est-ce qu'on peut opérer, est-ce qu'il faut la préparer, on fait systématiquement le catastrophisme. On l'écrit dans le dossier en disant il est élevé. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un cut-off, hein, mais il est élevé. Et nous, souvent, on adapte la thérapeutique médicamenteuse, mais on prévient de l'existence d'un catastrophisme élevé. Et du coup, ça veut dire qu'en post-op immédiat, il y a une attention plus importante sur le plan de la surveillance de la douleur et on est plus il y a plus d'attention. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la douleur post-opératoire est plutôt des fois due à la technique opératoire? Là, je m'adresse à mes collègues chirurgiens. Bon, une voie vaginale avec une myographie bien prononcée, faut-il abolir les myographies? Ils sont un peu plus algiques en post-opératoire. Je pose la question. Je crois que j'ai vu une étude justement qui disait que la voie d'abord, selon la voie d'abord, il y avait plus ou moins de douleur, mais là j'ai plus tout en tête. Mais le type de chirurgie fait varier la prévalence des douleurs post-op. Oui, bien sûr, le type de chirurgie, quand on tire un petit peu trop fort ou qu'on tend trop, une prothèse ou un fil, ça va être un peu plus douloureux. Mais globalement, c'est des chirurgies qui peuvent être plus ou moins intenses, durer plus ou moins longtemps, mais qui disparaissent. Là, quand on se place dans le contexte de douleurs au-delà de 3 mois, on sort des douleurs post-opératoires dans les limites de la normale, qui peuvent aller de rien du tout à j'ai des douleurs pendant 2 mois, par exemple, après des chirurgies voix basse. Mais des choses qui durent au-delà de 3 mois avec une chronicisation, c'est pas tellement lié à la technique chirurgicale. Là, je pense que c'est lié à autre chose, soit une complication de la chirurgie vis-à-vis d'un nerf ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Et ça, n'importe quelle technique peut intervenir. Ou alors ces facteurs de risque de douleur chronique. Mais c'est pas obligatoirement, ou cette sensibilisation à la douleur pelvienne qu'ont certaines patientes. Mais la technique est que la chose initiale, quoi. Normalement, une chirurgie voix basse, même un peu douloureuse, ça passe, les gens récupèrent, il n'y a pas de séquelles douloureuses derrière. Et heureusement, sinon on arrêterait d'en faire. Si je peux me permettre, Jean-Philippe Lucot, j'ai coordonné l'essai Prosper, on a comparé les promontocéliaux et les prothèses voix basse. Et on vient de soumettre le papier là, sur la comparaison sur la douleur en une étude ancillaire. Et en fait, sur un suivi à 4 ans, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux techniques. On a un taux de 6% de douleur chronique après, donc c'est une douleur qui dure plus de 6 mois. Et le seul facteur prédictif qu'on ait, c'est l'existence d'une douleur préopératoire. Voilà. Quel que soit le type de douleur. En tout cas, on n'avait pas fait les scores ni de sensibilisation pelvienne, ni les scores de catastrophisme à l'époque, mais malheureusement. Juste une dernière question. Est-ce que vous, en discussion multidisciplinaire, une douleur préopératoire pourrait modifier votre stratégie chirurgicale? Un exemple, quelqu'un qui a une lombalgie sur une hernie discale, est-ce que vous allez peut-être pas lui proposer d'emblée une promontofixation versus quelqu'un qui a une dyspareunie, vous allez probablement éviter une chirurgie vaginale? Est-ce que ça entre en jeu dans votre choix stratégique chirurgical pour prolapsus? Moi, j'ai pas trop l'impression. En tout cas, moi, d'un point de vue algologique, on va explorer cette douleur si elle est importante et si c'est quelque chose qui va gêner. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait une incidence sur la technique opératoire. Non, je crois qu'on peut avoir en tête qu'on peut retarder des prises en charge chirurgicales, en tout cas parce que la patiente a trop mal pour quelque chose. Si la patiente avait un score de catastrophisme très élevé, dépressive, avec d'autres choses, on peut aussi peut-être s'interroger sur l'intérêt d'aller mettre des corps étrangers ou d'aller mettre un dispositif médical en plus dans le contexte actuel et peut-être éviter dans ce cas-là et basculer plutôt les gens vers de la chirurgie autologue, qu'ils n'aillent pas se fixer aussi sur l'idée qu'un corps étranger est responsable de tous leurs problèmes. Mais là, on est aux marges un peu de ce qu'on peut faire de façon scientifique. C'est plutôt de l'instinct qu'autre chose, quoi. Bon, très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Merci. On va passer à la suivante. Donc merci Rajiv de poursuivre Bonjour la à séance. tous, Amélie Lévesque, je suis médecin algologue au CHU de Nantes et je dois vous parler de l'évaluation des douleurs post-opératoires dans le cadre de la chirurgie pelvienne et périnéale. Alors, tout d'abord, une définition. La douleur chronique post-opératoire est une douleur qui survient après la chirurgie,
ça sous-entend qu'elle n'existait pas avant, ou alors que si elle existait avant, celle-ci est très nettement majorée au décours de la chirurgie. Et ça sous-entend aussi que cette douleur post-opératoire va durer au-delà des 2 mois post-opératoires. Parce que bien évidemment, tout de suite après, il y a ce qu'on appelle la douleur post-opératoire, qu'il faut différencier de la douleur chronique post-opératoire. La douleur post-opératoire, on la connaît bien, c'est les anesthésistes la plupart du temps qui la gèrent, et celle-ci est globalement bien cadrée. Ce qui nous embête un petit peu plus, c'est la douleur chronique post-opératoire qui va perdurer donc 2 mois, au moins au-delà des 2 mois post-opératoires, et pour lesquels il est souvent difficile de trouver la cause. Dans la douleur chronique post-opératoire, on exclut un petit peu de principe tout ce qui va être de l'ordre des complications chirurgicales tardives. Vous savez qu'on peut découvrir des abcès sur le matériel ou même des expositions de matériel à distance qui ne sont pas à proprement parler du giron de l'algologue, mais qui restent, je pense, tout à fait chirurgicales. En tout cas, il faut prendre en charge ces complications chirurgicales. Alors, dans tous les cas, les douleurs post-opératoires chroniques, donc, sont la deuxième cause des consultations dans les centres d'évaluation de traitement de la douleur. Dans la première étant la douleur neuropathique chronique, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de très fréquent et finalement assez peu connu et j'allais dire documenté en termes de recommandations notamment. Alors, bon, là, c'est comment on en fait l'évaluation. Je crois qu'il y a une sémiologie essentielle de base à avoir, mais qui est une sémiologie de toute manière qu'on utilise pour toute problématique en médecine. Mais voilà, se la reposer dans le cadre de la douleur chronique post-opératoire, c'est simplement se reconnecter avec ses bases cliniques. Alors tout d'abord, la première question à se poser, depuis quand le patient se plaint de ses douleurs? On verra après que c'est important de savoir exactement où les douleurs résident, comment ça peut également aider, comment le patient a mal, comment il peut le décrire, ce qui aggrave, ce qui soulage les douleurs, et puis bien sûr, il y a les données de l'examen clinique qui peuvent compléter. Alors, depuis quand? Globalement, il y a 3 groupes de patients. Il y a le groupe des patients où la douleur était préexistante à la chirurgie. Vous savez, ces patients qu'on va opérer d'un prolapsus parce qu'ils se plaignent de douleurs pelviennes, périnéales, il y a de la pesanteur, on ne sait pas trop, mais on se dit quand même que ce prolapsus de stade 3 est peut-être un petit peu responsable. On opère et les douleurs sont toujours là. C'est le cas dans la névralgie pudendale, c'est le cas dans l'endométriose profonde, c'est le cas quand on retire du matériel prothétique, on retire souvent parce qu'il y a des douleurs. Et là, patatras, les douleurs persistent, voire sont augmentées, mais persistent de là. Et parfois, dans le récit des patients, ils vont vous dire c'est depuis ma promontofixation que j'ai ces douleurs-là. Et si on creuse un peu, on a l'occasion de lire les courriers des médecins qui ont posé indication, on peut se rendre compte qu'ils avaient déjà mal avant, de la même manière. Et ça, c'est important de recadrer parce que on peut perdre du temps à essayer de chercher une complication de cette chirurgie ou un conflit, comme on va le voir, nerveux avec le matériel ou une problématique musculaire. Et en fait, on fait fausse route parce qu'on est simplement devant un échec de la chirurgie à régler la problématique douleur, mais ce n'est pas la cause de la douleur. Donc dans ces cas-là, effectivement, moi je considère que ce n'est pas de la douleur post-opératoire chronique, c'est de la douleur chronique pour moi. Donc ça doit évidemment faire orienter le patient vers un spécialiste de la douleur chronique. Donc comprenez que ce premier groupe n'est pas vraiment un groupe de douleur chronique post-opératoire. Il y a évidemment un deuxième groupe dans lequel la douleur préopératoire n'existait pas, ou très peu. Et là, vraiment, c'est la chirurgie qui déclenche la douleur. Par exemple, dans l'incontinence urinaire, normalement, il n'y a pas de douleur avant. Parfois, on pose une bandelette sous-urétrale et apparaissent des douleurs
après cette chirurgie. Là, on est bien dans le cadre de douleurs post-opératoires, et si elles durent plus de 2 mois, eh bien de douleurs chroniques post-opératoires. Le plus souvent, ce sont des problématiques neuropathiques ou musculaires qui sont souvent en réaction au passage du matériel, voire en conflit avec le matériel. Et puis, il y a ce groupe mixte où il y a de la douleur qui préexistait, assez intense, et elle se trouve vraiment exacerbée en post-opératoire. Et là, on ne sait plus très bien ce qu'il faut en penser. Là, il y a un mélange, effectivement, de sensibilisation, avec peut-être effectivement dans cette exacerbation un nouveau problème qui s'est surajouté. C'est la patiente qui avait un petit peu mal en bas du ventre, mais qui revient parce que depuis l'intervention, non seulement elle a toujours mal en bas du ventre, mais en plus elle a des douleurs périnéales dans les fesses, dans les cuisses. Là, on voit bien qu'il y avait de la douleur avant, mais c'est pas la même exactement après. Donc, vous voyez bien que la question du quand, elle est fondamentale parce qu'elle permet effectivement de classifier un petit peu les patients. Et clairement, donc, le premier groupe, je pense que c'est de l'ordre de la douleur chronique, ça doit faire appel à des algologues. Le deuxième groupe, c'est vraiment plus une affaire de chirurgien, puisque il n'y avait rien avant, et puis depuis l'intervention, il y a des douleurs. Là, il faut assez rapidement se poser la question du lien vraiment direct du matériel, s'il y a du matériel de poser, il y a toujours au moins des fils de suture, donc du lien entre ce matériel et les structures nerveuses, musculaires, et éventuellement se poser la question du retrait. Et puis, il y a ces cas un petit peu plus complexes où il y a plusieurs choses qui se lient, et là, il faudra être pluridisciplinaire de toute évidence. Dans la question depuis quand les douleurs, il y a aussi le délai entre la chirurgie et l'apparition des douleurs. Quand celles-ci sont vraiment survenues après, parfois, il y a un délai entre la chirurgie et l'apparition des douleurs. Alors, bon, quand le délai est réduit à rien du tout, que c'est immédiatement après, évidemment, là, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un lien direct entre la chirurgie et la douleur. Après, quand il y a un délai de latence, quand c'est quelques semaines, on peut évoquer le diagnostic du syndrome douloureux régional complexe, qui est l'ex-algodystrophie. On verra un petit peu les détails cliniques, mais il y a des particularités qui ne trompent pas. Il faut aussi se poser la question, quand il y a un délai de latence un peu plus long, du lien finalement avec la chirurgie, et est-ce qu'on n'est pas finalement devant des complications tardives, notamment d'exposition de matériel quand il y a du matériel. Et puis parfois, parce qu'on en entend pas mal parler dans les médias, il y a des patientes, voire des médecins, qui vont se dire « Ah bah tiens, il y a des douleurs dans ce coin-là, c'est une patiente, il y a 2 ans, on lui a posé une bandelette, est-ce que c'est pas la bandelette ?» Et on nous l'adresse vraiment avec cette question-là. Alors évidemment, ça peut être des complications tardives, mais ça, souvent, vous l'avez éliminé avant que moi je les vois en tout cas. Et quand moi je les vois, je peux parfois dire que finalement, il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de lien, c'est beaucoup trop long après l'intervention pour dire que c'est un lien. On ne parle pas dans ces cas-là de douleur post-opératoire chronique. Alors, avançons un peu. Vous voyez que déjà, c'est bien de redéfinir ce que c'est qu'une douleur chronique post-opératoire, parce que au-delà de simplement définir les choses, ça nous permet aussi d'aiguiller un petit peu nos recherches sur le diagnostic et la cause des douleurs. La localisation est également un élément essentiel. Où le patient a mal. Alors parfois c'est pas simple, il faut prendre du temps un petit peu pour avoir ces détails-là, mais clairement, ce qu'on va rechercher là, c'est la systématisation neurologique. Est-ce que les douleurs sont dans un territoire tronculaire, radiculaire? Est-ce que c'est beaucoup plus large et finalement on se dit que ça n'a plus de rapport et que ça n'a pas de systématisation neurologique? Parfois, c'est pas neurologique, mais attention, c'est pas pour autant que c'est rien du tout. Souvent, il y a une topographie musculaire décrite par les patientes. Donc, neuropathie, vous savez bien, ça c'est la topographie radiculaire, ça c'est la topographie tronculaire. C'est très rare, il n'y a aucune raison la plupart du temps que vous ayez des conflits radiculaires, mais enfin, sur la promontofixation, il faut se méfier.
Tronculaire, ça c'est un petit peu plus fréquent, notamment avec le nerf obturateur dans les bandelettes sous-urétrales et avec le nerf pudendal dans la chirurgie du prolapsus et notamment lorsqu'il y a des fixations aux ligaments sacro-épineux. Je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir en effet des éléments descriptifs, donc comment ça fait mal, qui orientent également vers la douleur neuropathique. Vous savez, la douleur à type de brûlure, de sensation de froid douloureux, de décharge électrique, de fourmillement, de picotement, d'engourdissement, de démangeaison. Bien sûr, si en plus il y a une hypoesthésie dans le territoire douloureux ou une allodynie au frottement, eh bien tout ça est très évocateur d'une douleur neuropathique. Je vous rappelle que en ce qui concerne ce questionnaire, le DN4, parce qu'il y a 4 items, eh bien il suffit d'avoir 4 réponses positives pour que la sensibilité de ce test soit significative. Alors, la question quand même, quand il y a une douleur neuropathique et qu'on doit se poser, c'est quel est le mécanisme quand même physiopathologique sous-jacent. Est-ce qu'il y a eu possibilité de lésion nerveuse pendant l'intervention? Bon, ça peut arriver. Évidemment, c'est une complication extrêmement rare, fort heureusement, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a un conflit avec le matériel de fixation? On en a parlé tout à l'heure, notamment dans la technique de Richter ou la pose de matériel prothétique trans-obturateur. Eh bien, ça, c'est toujours possible. Et puis, est-ce que finalement, on a un phénomène de décompensation d'un conflit préexistant et latent? Alors, je m'explique. Il y a des patients qui, sans avoir aucun symptôme, ont un nerf pudendal qui a un trajet un peu étroit au niveau du canal d'Alcock ou de la pince ligamentaire, mais ils n'ont aucun symptôme dans la vie de tous les jours. La pose d'une bandelette sous-urétrale qui va de toute manière dans les premiers jours entraîner une inflammation sur son trajet, donc dans le muscle obturateur interne, va entraîner donc une majoration de cette compression. On peut imaginer effectivement qu'il y a une sorte de contraction réflexe de l'obturateur sur ce passage. Et cela peut suffire à décompenser sur un mode de douleur chronique, de névralgie pudendale. C'est l'histoire de on a mangé salé et on a décompensé son insuffisance cardiaque. C'est pas le sel directement qui crée l'insuffisance cardiaque, mais ça dévoile l'insuffisance cardiaque. Et là, ça peut être pareil. Ça, il faut être en capacité aussi de faire un petit peu l'analyse. Je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de topographie neurologique, il y a une topographie possiblement musculaire. Alors, il faut les connaître. C'est des douleurs qui vont au pourtour de l'anus, au pourtour du coccyx, et ça, c'est concernant les releveurs de l'anus. Vous voyez que pour l'obturateur interne, il y a toujours cette histoire de pourtour de l'anus, de pourtour du coccyx, mais il y a aussi la face postérieure de la cuisse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a assez facilement cliniquement. Donc, il faut savoir y penser quand la patiente dit par ailleurs, j'ai l'impression que quand je reste très longtemps assise, j'ai très mal derrière les cuisses. Ça, il faut faire attention. Donc les douleurs, on parle de douleurs myofasciales de plus en plus parce qu'il y a le muscle qui peut générer de la douleur, il y a la tension sur les fascias qui peut également générer de la douleur. Tout ça, c'est toujours caractérisé par un point gâchette, c'est-à-dire qu'il y a la pression sur le muscle et donc le fascia qui déclenche la douleur. Donc ça peut être un signe, mais c'est difficile quand même en clinique de savoir si on appuie sur le muscle, sur le nerf qui passe au contact de ce muscle. Je trouve que c'est un peu délicat. Je vous dis, le fait qu'il y ait des douleurs qui se projettent dans un territoire topographique là, dédié à un muscle, ça c'est quand même un signe très fort d'une douleur myofaciale. Alors bien sûr, on va rechercher des signes au niveau des pelvitrocanthériens, ce qui nous intéresse, obturateur interne, piriforme, et puis au niveau du toucher pelvien sur les muscles releveurs de l'anus. Donc ça, c'est pour repérer le centre de la croix, c'est le muscle obturateur interne, et 5 cm au-dessus, c'est le piriforme.
Ce qui aggrave, ce qui soulage, ça peut vous aider à faire la différence entre des douleurs neuropathiques, des douleurs musculaires. Bon, la position assise, c'est souvent une histoire de compression, donc ça peut être les muscles, mais c'est surtout le nerf pudendal. Quand c'est la marche ou les rapports, là, ça peut être plus les muscles qui sont concernés. Ce qui soulage, le chaud, ça soulage les muscles la plupart du temps, tandis que c'est le froid qui soulage les nerfs. Donc, quand spontanément la patiente nous dit, moi, je m'endors avec un gant de toilette mouillé entre les cuisses le soir, il n'y a que ça qui me soulage, eh bien, la plupart du temps, effectivement, il faut partir sur une piste, une étiologie neurologique. Alors, je vous ai dit que je ferai un petit point sur le syndrome régional complexe, mais voilà, là, on est sur une douleur qui pourrait être décrite comme une douleur neuropathique, mais qui ne répond à aucun territoire systématisé neurologique. Ça, c'est un premier point. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un délai d'apparition des douleurs de souvent quelques semaines. Il ne faut pas non plus que ce soit 6 mois plus tard, mais j'allais dire dans les 15 jours, donc 6 semaines après l'intervention, ça colle. Et puis, eh bien, c'est toujours associé à des troubles vasomoteurs ou des troubles trophiques, puisque, a priori, c'est une atteinte du système, non pas nerveux somatique, mais végétatif. Donc, des troubles vasomoteurs, soit une peau dans la sphère, dans la zone douloureuse qui va être parfois très rouge ou parfois très blanche, avec des troubles de la sudation, on a des personnes qui se mettent à suer énormément dans ces zones-là, alors que ce n'était pas le cas avant, et puis des troubles trophiques. Bon, limitation des amplitudes articulaires au niveau du pelvis et du périnée, c'est un peu plus difficile de l'apprécier, mais encore une fois, ça peut être plus des problèmes trophiques au niveau de la peau, une peau qui va desquamer, des poils, des fanères qui vont s'altérer. Dernière chose, et ça c'est aussi un grand pan des douleurs chroniques post-opératoires, c'est la douleur nociplastique ou par hypersensibilité. Donc là, on est bien d'accord qu'on est dans le cadre d'un bilan somatique négatif, il n'y a pas de complications chirurgicales tardives, on n'a pas spécialement repéré de douleur neuropathique ni neuromusculaire, ou plus exactement, il y a un peu de tout ça. Et on a en plus une extension finalement de la zone bien au-delà de la zone opérée, avec peut-être parfois des troubles digestifs qui s'installent, des céphalées, des douleurs, des problèmes urinaires. Et en fait, on doit faire le diagnostic d'un abaissement des seuils de perception de la douleur, avec la diffusion spatiale et temporaire dont je vous parlais là, qui répond totalement à la définition de l'hypersensibilité. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce score, qui est un score de convergence PP, qui permet d'en faire le diagnostic en 10 questions seulement. Et vous voyez, ça reprend ce que j'étais en train de dire, l'abaissement des seuils de perception dans la sphère urinaire, sphère digestive, sphère sexuelle, au niveau cutané, au niveau musculaire. Et puis une diffusion dans le temps, des douleurs après la mission, après la défécation, après l'activité sexuelle. Tout ça dans un contexte un petit peu de prédisposition avec des comorbidités comme la migraine, la fibromyalgie bien sûr, le syndrome de l'intestin irritable, la fatigue chronique ou le stress post-traumatique. Donc, si on doit conclure, le b.a.-ba pour s'en sortir sur les douleurs post-opératoires, c'est depuis quand Depuis quand vous avez mal? Est-ce que ça existait avant l'intervention? C'est vraiment très important. Et puis, s'il y a un délai entre l'intervention et l'apparition de ces douleurs. Où est-ce que vous avez mal, pour essayer de systématiser soit une topographie neurologique, soit musculaire. Comment vous avez mal? Ça peut là aussi nous conforter dans cette hypothèse neuropathique, ou alors plutôt nous orienter vers quelque chose de différent, le syndrome douloureux régional complexe ou l'hypersensibilité. Et puis, on avait dit l'examen clinique, oui, il faut toujours rechercher à reproduire la douleur. D'abord, ça valide la plainte, parce que parfois, on n'examine pas le patient, on croit être rapide et efficace, et en fait, on perd un temps considérable, puisque le patient a l'impression de ne pas avoir été écouté. Il n'a pas été examiné, mais il a le ressenti de ne pas avoir été écouté, parce qu'on n'a pas validé, ah oui, ça fait mal, ah oui, effectivement, il y a un problème. Donc ça, c'est indispensable. Et puis, bien sûr, l'examen clinique, il doit
éliminer la complication organique, la complication post-chirurgicale tardive. Donc, j'espère que cela vous aidera sur la prochaine situation clinique. Je reste disponible à cette adresse mail si nécessaire. Voilà. Merci au Dr Levesque. Est-ce que vous auriez des questions concernant la gestion de douleurs post-opératoires? Ça arrive quand même assez fréquemment. Donc dans la gestion, je pense que si vous faites de la pelvipérinéologie, il faut absolument que vous ayez soit au sein de votre équipe ou au moins un ou une correspondante kiné. Après les cures de prolapsus, surtout par voie basse, il peut y avoir des douleurs résiduelles, surtout la sacrospinofixation, même en post-op immédiat. Il y a une douleur relativement importante à gérer. Et là, suite aux présentations, il y a aussi la mémorisation de la douleur qui est importante. Et on doit anticiper l'apparition de la douleur, bien soulager la patiente. Une patiente qui, en post-op immédiat, a très mal, même si vous dites que vous avez fait le maximum, le fait d'avoir cette mémorisation de douleur, quand vous le verrez 4 à 6 semaines après, il y aura toujours le risque qu'elle ait mal. Donc la gestion de la douleur, c'est aussi un sujet à gérer de façon multidisciplinaire avec votre anesthésiste et éventuellement avec une kiné ou des spécialistes de la douleur. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la prochaine présentation. Rebonjour. Donc, tout à l'heure, on a vu comment on faisait le diagnostic. C'est bien, on sait, c'est neuropathique, c'est musculaire, c'est de la sensibilisation, c'est un syndrome douloureux régional complexe, c'est une complication tardive. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et quelles possibilités sur le plan médical pour ces patients? Alors, dans le cadre des douleurs neuropathiques, et notamment s'il y a un conflit avec du matériel, donc ça, je vous rappelle, ces douleurs qui arrivent rapidement, tout de suite après l'intervention, sur le trajet, j'allais dire, du matériel, on peut se donner le luxe, entre guillemets, de faire un bloc test préliminaire pour vérifier l'hypothèse. Alors bien sûr avec des anesthésiants locaux, plus ou moins des corticoïdes si on veut lutter contre l'inflammation. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est jamais des corticoïdes seuls. Parce que là, pour le coup, si c'est pas vraiment une histoire d'inflammation, mais vraiment un conflit direct, vous n'aurez pas cette validation de l'étiologie par l'action des anesthésiants locaux. Bien sûr, sous contrôle d'imagerie, parce que quand le bloc test est négatif, il faut qu'on sache si le produit est quand même allé où il fallait. Parce que parfois on peut piquer à côté aussi et du coup on invalide cette hypothèse, on invalide une reprise chirurgicale alors qu'il y a bel et bien un conflit. Et puis quand on fait ces gestes d'infiltration, il faut demander la douleur tout de suite avant la piqûre et tout de suite après, parce que les anesthésiants locaux ont une efficacité très courte dans le temps. Et si on attend de revoir les patients quelques jours, quelques semaines après, eh bien ils vont vous dire ça m'a rien fait docteur. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Pendant 2 heures, ça a anesthésié leur douleur et c'est justement ça qui nous intéresse. Donc là, je vous ai dit, s'il y a un conflit direct, il ne faut pas tergiverser. Il faut aller retirer ce qui crée le conflit. Et donc, il faut reprendre les patients sur le plan chirurgical. C'est donc pas le sujet puisque moi, c'était prise en charge médicale. Alors là, pour la prise en charge médicale, clairement, je me suis basée sur les recommandations toutes neuves, vous voyez, de la SFETD en matière d'approche médicale, pharmacologique et non pharmacologique de la douleur neuropathique chronique. Effectivement, donc si on a soit lésé de façon irrémédiable un nerf, c'est très rare,
soit qu'on est venu décompenser un conflit sous-jacent latent, eh bien, il va falloir intervenir avec des traitements de la douleur neuropathique chronique. Alors, bon, le temps permet quand même souvent une amélioration de la douleur neuropathique. Et puis, il y a les traitements symptomatiques. Alors, en première ligne, les antidépresseurs et notamment l'amitriptyline. C'est celui qui marche le mieux, mais il faut se méfier bien sûr de ses effets anticholinergiques et donc parfois ces problèmes de tolérance, notamment chez les personnes âgées. La duloxétine arrive tout de suite après en termes d'efficacité, le Cymbalta. En revanche, attention, les médecins chirurgiens ont eu tendance à prescrire vraiment de façon systématique et en première ligne la prégabaline. Sachez qu'elle a été retirée cette année des recommandations françaises. D'abord parce qu'il y a eu des nouvelles études qui ont montré que finalement elle n'était pas si efficace que ça. Et surtout parce qu'il y a un mésusage avec la prégabaline, parfois d'addiction, et puis aussi des effets secondaires à titre de prise de poids qui sont très importants. Donc, globalement, retirez ça de vos habitudes, préférez la gabapentine, mais surtout, pensez d'abord à l'amitriptyline et au Cymbalta. Donc, on l'a dit, le temps, les traitements symptomatiques. Il y a aussi les traitements non médicamenteux, comme l'électrostimulation transcutanée. La plupart, en tout cas les urologues, sont habitués à le prescrire pour l'hyperactivité vésicale. Il se trouve qu'il y a sur ces appareils des modes de stimulation qui permettent de stimuler à haute fréquence, entre 80 et 100 Hz. Et là, il y a une action directe sur la douleur avec un effet gate control. Alors là, je vous montre cet appareil. Il y a plein de marques désormais qui font ces appareils. A priori, la prescription initiale est réservée aux médecins algologues. Il était question que ça s'ouvre. Bon, je pense qu'il y a moyen probablement de faire un arrangement avec les algologues de votre entourage pour qu'il y ait une prescription un petit peu commune. Parfois, on peut aussi utiliser des traitements topiques, notamment le Cutenza, qui est un patch de capsaïcine à haute concentration, qui a une indication dans la douleur neuropathique chronique et qui peut être tout à fait intéressant sur le territoire obturateur, par exemple, du nerf obturateur, clunéal. Bon, bien sûr, sur le territoire pudendal, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas le positionner sur les muqueuses. Donc, voilà. Je reviens aux médicaments. J'ai oublié de vous parler des opioïdes. Clairement, il y a une très faible recommandation. Là aussi, comme la prégabaline, il y a des mésusages, de l'addiction et globalement, le rapport bénéfice-risque n'est pas tellement en faveur. À mon sens, il faut réserver vraiment la prescription des opioïdes dans le cas de la douleur chronique aux algologues uniquement. Cas des douleurs neuropathiques suite, eh bien, effectivement, la question des cannabinoïdes. En ce moment, un patient sur deux vous dit « Et vous en pensez quoi, vous, du cannabis thérapeutique ?» ou « Vous en pensez quoi du CBD, docteur ?» Alors, ce qu'il faut en penser, c'est ce que les études montrent, c'est qu'il y a un grand nombre d'études négatives, finalement, dans le cadre, en tout cas, de la douleur neuropathique chronique, et que, justement, dans ces recommandations de 2020, eh bien, c'est pas recommandé. Alors, on peut aussi dire que ça fait quand même des milliers d'années que les gens consomment des cannabinoïdes et que s'il y avait une action antalgique, probablement qu'on s'en serait rendu compte, comme ça a été le cas d'ailleurs avec tous les dérivés de l'opium. Toxine botuliниque. Dans la douleur neuropathique, on peut l'utiliser en sous-cutané, des petites injections sous-cutanées, ça se rapproche presque de la mésothérapie. Il y a un très faible niveau de preuve et donc des recommandations faibles. On peut l'utiliser en intramusculaire, bien sûr, quand sur le trajet du nerf, il y a un muscle qui est contracturé, on l'a vu tout à l'heure, qui peut venir faire décompenser un syndrome canalaire sous-jacent. Ça peut être intéressant. Bon, les études, en tout cas qu'on avait fait à Nantes, n'avaient pas montré de grande supériorité par rapport à l'injection d'anesthésiants locaux. Voilà, là encore, c'est à discuter probablement avec les algologues de votre entourage. La radiofréquence pulsée, même chose, littérature partagée, faible niveau de recommandation, mais cependant, ce n'est pas des techniques, que ce soit la toxine ou la radiofréquence pulsée, qui sont compliquées à mettre en œuvre et qui ont des effets secondaires. Donc,
on peut assez rapidement les proposer en cas d'échec des premières lignes. Et puis, il y a les traitements de recours. Là, c'est plus lourd. Clairement, c'est pluridisciplinaire sur la décision. Il y a les thérapies intrathecales, les neuromodulations, qu'elles soient tronculaires, radiculaires ou médulaires. Et puis, tout ce qui va être neurostimulation corticale, enfin centrale, que ce soit la RTMS ou la TDCS, qu'on a aussi des niveaux de preuve très faibles et qui, de toute façon, sont réservés aux centres experts. Alors, on a vu tout à l'heure, ça peut être souvent un conflit nerveux ou une douleur neuropathique séquelaire. Ça peut être aussi un problème musculaire. Alors là, évidemment, il y a la kinésithérapie qui est en première ligne. Attention pourtant à la prescription. L'objectif, clairement, c'est la mobilisation, c'est le relâchement, mais ce n'est pas le renforcement. Parce que si on va vite, qu'on met rééducation périnéale, même si on met dans le cas de douleurs, globalement, le kiné, quand même, peut se méprendre et partir sur une rééducation périnéale, surtout si en plus c'est dans un contexte d'incontinence, en tout cas de chirurgie de l'incontinence, eh bien, repartir sur une rééducation de renforcement du périnée. Et là, ce serait vraiment à l'encontre de ce qu'il faut faire, puisque souvent, les douleurs sont liées donc, à des syndromes myofasciaux, avec donc, des zones du muscle qui ne se relâchent pas et qu'il faut pourtant tenter de relâcher. Donc, il faut que ce soit des kinés qui soient un petit peu avertis. Là aussi, nécessaire de faire un réseau autour de vous capable de prendre en charge vos patients. La chaleur, c'est tout bête, mais ça, il faut le proposer rapidement aux patients. C'est un très bon moyen de décontracter les muscles. Alors, l'application de chaleur sur la zone douloureuse, bien sûr, ça peut être de faire des saunas, ça peut être de faire des bains chauds, tout ce que les gens, j'allais dire, auront à disposition. Les infiltrations, on l'a vu tout à l'heure avec la toxine botuliниque. Les anesthésiants locaux sont vraiment une ressource intéressante et peut-être plus simple à mettre en œuvre. Tous les centres n'ont pas accès à la toxine. En tout cas, nous, dans une étude randomisée contrôlée en double aveugle, on n'avait pas mis de différence en évidence à 6 mois après les injections entre les anesthésiants locaux seuls et la toxine botulinique. En revanche, dans les deux groupes, les patients allaient mieux, dans le cas des douleurs chroniques, pelviennes et périnéales. Donc, vraiment, c'est une bonne piste. Mais pourquoi pas. Nous, en tout cas, à Nantes, on commence systématiquement avec les anesthésiants locaux. On utilise la toxine que si les anesthésiants locaux ont une efficacité, mais très courte dans le temps. Et puis, quand la kiné, notamment, est efficace, mais que les douleurs reviennent rapidement, il faut faire un bilan postural parce que parfois, il y a des facteurs posturaux qui vont favoriser la chronicité d'un syndrome myofascial. Alors, vous allez me dire pourquoi après l'intervention, il y a toujours cette idée de décompensation liée à la chirurgie. Et puis, dans le cas de l'hypersensibilité pelvienne à la douleur, je vous rappelle, diagnostic fait avec un score de convergence PP supérieur à 5, et bien là, il va falloir mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire, active sur toutes les contingences identifiées. Alors, s'il y a des contingences musculaires, il faut un kiné. S'il y a des contingences digestives avec de la constipation, des douleurs à l'exonération, il faut régler le problème. S'il y a une hyperactivité vésicale qui est en partie liée à la douleur liée au remplissage de la vessie, eh bien, il faut pouvoir aussi la traiter. Alors, j'ai mis attention à la constipation parce que c'est vrai que qui dit constipation peut dire hyperactivité. Et puis, psychothérapie, eh bien sûr, lorsqu'il y a des éléments de stress post-traumatique, mais aussi quand on repère d'autres facteurs comme le catastrophisme, une anxiété chronique. Bon, là, il y a des techniques spécifiques qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et puis, il y a des médicaments spécifiques de la sensibilisation centrale qui sont finalement les médicaments de la douleur neuropathique chronique. Alors, dans ce contexte de sensibilisation, il ne faut jamais oublier que il y a la plupart du temps une épine irritative, quelque chose qui vient entretenir cette hypersensibilité. Alors, bien sûr, quand c'est des stress anciens, il faut le traiter quand on l'identifie, mais parfois, ça peut être effectivement une exposition de bandelettes, et qui fait qu'à chaque rapport, il y a une douleur, et du coup, la personne se recontracte, et du coup, ça recompresse un nerf. Vous voyez bien le jeu de domino. C'est donc indispensable d'avoir un bon diagnostic. Traitement végétatif, ça peut être intéressant, notamment dans les syndromes douloureux régionaux complexes, mais aussi parce que parfois les douleurs
y compris par sensibilisation, ont semble-t-il une expression assez végétative. Alors, où est-ce qu'on peut intervenir? Sur le ganglion impar, hein, juste en avant, là, comme vous le voyez, du coccyx, sauf qu'on est souvent trop bas par rapport aux symptômes. Ça marche quand les symptômes sont uniquement périnéaux. S'ils sont pelviens et qu'on a, en effet, on est intervenu dans le pelvis, je pense à la chirurgie de promontofixation par exemple, ça peut être intéressant d'aller intervenir sur le plexus hypogastrique supérieur, hein, en avant de la bifurcation aortique. Le problème, c'est que c'est difficile d'accès, hein, il y a des risques évidemment. Et parfois, on remonte jusqu'au niveau des rameaux communicants en L2. Et là, on sait qu'on peut avoir une action sur des douleurs pelviennes, voire périnéales. Là aussi, l'alternance chaud-froid aura une action. L'électrostimulation vagale auriculaire, hein, bien sûr. Les infiltrations, on vient le voir. Tout ce qui est chirurgie et neuromodulation, c'est vraiment très expérimental et ça n'a pas encore montré de franche efficacité. Donc, ça, c'était les traitements. Je ne résiste pas à dire que le meilleur traitement, c'est la prévention. Donc, attention à qui on propose une intervention chirurgicale à ce niveau. Est-ce que des personnes qui sont déjà douloureuses ou qui ont des antécédents de douleurs chroniques? Est-ce qu'il y a des éléments de stress post-traumatique? Est-ce qu'il y a déjà une sensibilisation pelvienne? Et puis, si c'est le cas, de savoir avertir l'anesthésiste, éventuellement l'algologue, pour qu'il puisse mettre en place une prise en charge périopératoire adaptée. Dans ces cas-là, on préfère éviter l'utilisation des opiacés qui renforcent la sensibilisation et on préfère la kétamine et les gabapentinoïdes qui ont une action anti-hyperalgésique. Ce qu'il faut retenir, donc, l'analyse clinique préopératoire, elle est essentielle parce qu'il faut repérer les patients à risque de développer ces douleurs, c'est encore le meilleur traitement. Et une fois que le mal est fait, malheureusement, toujours donc bien analyser pour savoir si on est un nerf, enfin un problème de nerf, neuropathique. Et là, vraiment, la question du chirurgien, c'est de savoir répondre à la question est-ce qu'il y a un conflit direct et si oui ou non, il faut réintervenir. Si on ne peut pas réintervenir, savoir quand même proposer la première ligne de traitement médical. Et je vous rappelle, on oublie le Lyrica et on essaye de s'habituer à prescrire soit du Laroxyl, soit du Cymbalta. Si c'est un problème de muscle, savoir bien prescrire la kiné, d'accord, proposer des mesures simples comme les exercices d'étirement, mais aussi l'application de chaleur, savoir évoquer les infiltrations et savoir à qui on peut adresser, à quel radiologue interventionnel on peut adresser pour faire ces infiltrations, et puis savoir repérer la sensibilisation pour adresser votre patient à un CETD. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous servira prochainement. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. Donc moi j'avais juste quelques commentaires. Je ne sais pas si Laure avait des choses à rajouter, mais les prescriptions pour un gynécologue de Laroxyl et de la gabapentine, nous en tant que gynécologue, on n'a pas l'autorisation. Donc il faut effectivement soit travailler avec un médecin spécialiste de la douleur ou un anesthésiste. Et pareil pour les prescriptions de TENS. Moi, je sais que dans ma région, je suis de Besançon, si je prescris Urostim, ça passe, mais dès que je mets le mot TENS, en tant que gynécologue obstétricien, la personne pourrait avoir des difficultés de remboursement. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans vos régions. Il faut des ordonnances sécurisées, mais on peut prescrire le Laroxyl. On a le droit de le prescrire. Ce qu'on n'a pas le droit de prescrire, je pense, c'est peut-être le Neurontin. Peut-être que si quelqu'un peut le préciser, mais en tout cas, le Laroxyl, c'est sûr, mais c'est sur ordonnance sécurisée. D'accord. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va enchaîner avec la dernière présentation sur le traitement chirurgical des douleurs séquelaires. Bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation. Je
suis désolé de ne pas être là avec vous aujourd'hui. Je sais bien que ça limite un peu le côté interactif, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. On va parler du traitement chirurgical des douleurs séquelaires de chirurgie prothétique. Je suis le docteur Baron Maximilien, je suis urologue au CHU de Nantes et je m'intéresse de près aux thématiques douloureuses. Alors quand on parle de chirurgie prothétique, on va parler essentiellement des chirurgies prothétiques du pelvis, soit les chirurgies hernières, les chirurgies d'incontinence urinaire de la femme ou de l'homme, ou les chirurgies de prolapsus chez la femme, que ce soit par voie basse ou par voie haute en passant par le ventre. Et l'objectif, en fait, ça va être d'identifier les douleurs qui sont symptomatiques, qui vont témoigner d'une complication chirurgicale et qui vont nécessiter un traitement chirurgical adapté. Ça peut être des lésions nerveuses, avec soit par section, étirement, compression ou fibrose cicatricielle au niveau d'un nerf. À ce moment-là, on aura des douleurs d'allure neuropathique qu'il faudra identifier. Donc on a le questionnaire notamment DN4 par exemple, où ce sont des douleurs qui sont systématisées à un territoire nerveux. Il faudra différencier également les atteintes musculo-aponeurotiques, ou alors qu'on appelle également les atteintes myofaciales, avec fibrose ou tension de la bandelette. Et enfin, il y a des syndromes plus complexes, qui sont des syndromes d'hypersensibilisation, avec exacerbation de la douleur qui va se transmettre aux organes adjacents. Et finalement, on a une douleur qui est diffuse, qui est plus seulement limitée à l'organe atteint. Et il y a deux types de douleurs séquelaires. On va dire qu'il y a des douleurs aiguës, pour lesquelles il faut exclure une douleur organique, c'est-à-dire soit ce qu'on appelle une érosion, c'est-à-dire une exposition de la bandelette, que ce soit dans l'urètre, dans la vessie ou dans le vagin. Donc il y a des symptômes un peu qui peuvent faire évoquer ça, des douleurs pendant la miction, des douleurs pendant les rapports, et ça doit nous faire évoquer assez rapidement à l'examen clinique de dépister. Ça va être à l'examen clinique de dépister en fait ce genre de douleur. Et également, donc, il faut savoir que les douleurs post-opératoires, ça existe, c'est pas forcément pathologique. Il peut y avoir un hématome dans à peu près un quart des cas qui est responsable de ces douleurs, qui doit s'estomper entre 2 et 52 semaines. Mais enfin bon, c'est dans les 2 à 3 mois, il faut que la douleur quand même s'amenuise progressivement. Et le traitement de ces douleurs aiguës, essentiellement ces antalgiques, donc ça c'est assez facile de prescription, mais il faut savoir quand même discuter un traitement chirurgical dans les 15 jours de la chirurgie, car c'est plus facile, les tissus ne sont pas encore cicatrisés, il y a moins de fibrose, les bandelettes sont plus faciles à retirer. Et ce qui doit nous faire alerter, c'est la présence d'une douleur neuropathique, il y a une atteinte d'un nerf. Là, on sait que la cicatrisation, ça ne va pas forcément arranger les choses et que l'évolution ne va pas être favorable. L'intensité, si la personne a besoin d'antalgiques de palier 2, voire de palier 3, qu'elle a du mal à marcher par exemple, qu'elle a du mal à dormir, et s'il y a une impotence fonctionnelle associée, il faut discuter clairement l'ablation dans les jours qui viennent. Mais ça, c'est vraiment notre attitude. Il n'y a pas vraiment de données scientifiques dans la littérature qui considèrent qu'il est important d'aller enlever la bandelette. Mais ça paraît du bon sens, si vous voulez, que quelqu'un qui a mal de façon anormale doit avoir une bandelette qui va être enlevée. Et donc, on peut catégoriser les traitements chirurgicaux selon les différentes atteintes que l'on a. Si on a une lésion nerveuse, il faut aller enlever la bandelette ou la prothèse du côté douloureux. Ça peut être une douleur du nerf obturateur, par exemple, en cas de bandelette TOT ou de bandelette de promonto-fixation. Donc, il faut savoir aller opérer pour libérer ce nerf et faire une libération cœlioscopique du nerf obturateur. En cas d'atteinte musculo-aponeurotique ou myofaciale, là, on peut juste relâcher la tension au niveau de la bandelette. Si c'est une bandelette sous-urétrale, par exemple, on va en parler, mais on peut faire juste une section de la bandelette ou une ablation partielle de la bandelette pour relâcher en fait la tension à l'endroit où elle traverse le muscle. Enfin, en cas de syndrome complexe, d'hypersensibilisation, de douleur complètement diffuse, il ne faut pas chercher à faire une chirurgie partielle. Il ne faut pas juste enlever un côté, il ne faut pas juste sectionner, il faut vraiment enlever complètement la bandelette.
On verra après sur les symptômes qui reviennent, mais au départ, on enlève complètement la bandelette, on calme la douleur et après on réfléchit sur les symptômes qui ont poussé à donner cette indication chirurgicale au départ. Après, concernant la voie d'abord chirurgicale, ça va bien sûr dépendre de la prothèse ou la bandelette à enlever. Par exemple, une bandelette TVT, qui est une bandelette qui se pose par voie vaginale avec une insertion rétropubienne, la meilleure façon de pouvoir enlever la bandelette, c'est un apport laparoscopique qui peut être exclusif, parfois aidé d'une voie vaginale, mais qui reste rare. Le plus souvent, par laparoscopie ou voie robot assistée, on arrive très bien à enlever totalement la bandelette. Pour la bandelette transobturatrice, on fait un abord vaginal pour enlever la majorité de la bandelette, et puis ensuite on peut faire un abord dans la racine de cuisse, là où va s'ancrer finalement la bandelette à travers la membrane obturatrice. Ça peut être d'un côté ou des deux côtés en cas d'hypersensibilisation. Ensuite, en cas de bandelette de prolapsus ou de bandelette de hernie, on peut réouvrir soit directement en cas de hernie, soit en passant par voie laparoscopique ou robot assisté pour une bandelette de promontofixation par exemple, pour aller enlever toute la bandelette. Après, il y a plusieurs messages à faire passer. C'est que pour les patients, on obtiendra une amélioration des douleurs dans 2/3 des cas environ. Un tiers des cas, un peu moins d'un tiers des cas, ce sera inchangé. Donc la chirurgie n'aura pas apporté d'amélioration. Et dans une minime partie des cas, il peut y avoir une aggravation des symptômes. L'aggravation des symptômes, elle est généralement vue sur les terrains d'hypersensibilisation. D'où l'importance d'avoir une approche algologique transdisciplinaire, parce que la patiente ou le patient étant tellement sensibilisé à la douleur qu'une nouvelle chirurgie peut être vue comme une agression par son corps, et donc à ce moment-là déclencher encore plus des phénomènes douloureux. Et donc le but, c'est vraiment sur le périopératoire de soulager totalement les douleurs avant, pendant et après l'intervention chirurgicale pour essayer de casser ce phénomène d'hypersensibilisation. Après, sur les bandelettes synthétiques sous-urétrales, il faut aussi prévenir d'une récidive de l'incontinence urinaire qui est variable de l'ordre de 22 à 60% des cas. Concernant les bandelettes de prolapsus, on avait à peu près un tiers de récidive qui avait été montré dans une étude dans le service qu'on avait fait en 2017. Pour les hernies inguinales, par exemple, il y avait environ 10% des bandelettes qui récidivaient. 10% des hernies qui récidivaient. Enfin se posent les questions des bandelettes qui peuvent être découvertes, que ce soit en phase aiguë ou un peu à distance, qui sont érodées dans la vessie par exemple ou dans le vagin. Dans la vessie, il y a eu des techniques qui ont été proposées, de laser, de résection par voie endoscopique, que ce soit rétrograde ou antégrade, de section en fait de la bandelette par exemple. Ça règle pas le problème en fait, c'est un peu un cache-misère parce qu'on va enlever la partie visible de l'iceberg, mais ça veut dire que la bandelette elle est vraiment ancrée dans le détrusor, le muscle de la vessie, quasiment affleurant sous la muqueuse, sous l'urothélium finalement vésical. Et à ce moment-là, ce qui est plutôt recommandé, c'est d'aller procéder à une ablation complète par voie haute parce qu'on n'enlève que très peu de matériel synthétique en étant par voie endoscopique. Donc il y a des taux de reprise qui sont importants, de l'ordre de plus de 50%. Donc c'est quand même pas satisfaisant. C'est moins morbide, certes, mais on considère que c'est quand même plutôt un cache-misère. Et donc en conclusion, il faut savoir respecter un peu la chronologie des faits. C'est indispensable. On ne peut pas opérer sans être certain que les symptômes soient apparus après la chirurgie, n'étaient pas préexistants avant. Parce que là, on risque effectivement de passer à côté du problème. Il faut savoir réintervenir de façon très précoce, notamment quand il y a des signes d'alerte, on l'a vu. Il faut à ce moment-là enlever tout le matériel prothétique. Pas forcément remettre dans le même temps, on peut attendre, on calme la douleur, on voit un petit peu l'évolution des choses, puis à distance, on repropose une intervention chirurgicale si les symptômes initiaux persistent. En cas de doute, un test d'infiltration est utile pour orienter un peu, ou plutôt renforcer l'indication chirurgicale. Et
cas d'épine irritative, donc de douleurs symptomatiques, l'ablation chirurgicale est indispensable. Ça permet d'améliorer les douleurs dans 2/3 des cas. Il y a un risque de récidive, notamment de l'incontinence urinaire ou d'un prolapsus, dans environ 1/3 des cas. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon congrès. Merci. Donc juste quelques commentaires. Ce type de reprise pour prothèse ou douleur post-opératoire, même pour une simple sacrospinofixation, peut être relativement complexe à gérer. Donc d'où la nécessité justement de discuter en RCP, mais aussi éventuellement de les adresser plutôt dans des centres experts que de les gérer tout seul, sans expertise. Bon, ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, on pourra clore cette session. On est dans les temps, non, je crois.